Argenteuil je treći po veličini grad u regiji Ile-de-France, broji više od 110.000 stanovnika. U jednoj od njegovih napučenih četvrti, 2005. upravo u lovu na glasove krajnje desnice, tadašnji ministar unutarnjih poslova Nicolas Sarkozy stanovnike je nazvao šljamom. Ce jour-là, le jour où Sarkozy est venu, j'étais là, j'étais présent, j'étais encore tout jeune. J'étais là, donc j'assistais justement à ce mot racaille, Karcher. Nous, ce jour-là, on s'est senti humiliés, on s'est senti dévalorisés parce que c'est dénigrant de rabaisser la banlieue à racaille ou Karcher. C'est des raccourcis. Et justement, les personnes qui habitent en banlieue ne sont pas tous des racailles. Avant ici, c'était UP, c'est-à-dire que les gens qui habitaient là, c'était des cadres. Le père et la mère, ils travaillaient. Et du coup, et vraiment, chacun prenait soin de son environnement. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de divorces, beaucoup de femmes seules qui éduquent leurs enfants tout seuls. Et on voit malheureusement, c'est de plus en plus précaire. On voit beaucoup aussi beaucoup d'étrangers qui arrivent ici, ils arrivent en France, ils ne parlent pas très bien la langue. Du coup, ils ont du mal à s'insérer dans la société. Du coup, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont du mal à aller vers les autres ou trouver du travail. C'est très très compliqué. Le problème des banlieues en France n'est pas récent. Ça fait 40 ans ou 50 ans que nous avons un problème avec les banlieues. Problème qui est de l'emploi et problème de sécurité. Et problème également de formation des jeunes. Les problèmes sont liés. Mauvaise formation, car on ne met pas les moyens suffisants pour les écoles, les lycées. On ne met pas les meilleurs professeurs en banlieue, et donc avec une population qui est composée de différentes origines, et donc il faudrait plus de moyens pour intégrer. Or là, il y a une défaillance, et pas de formation, difficulté pour évidemment avoir un emploi. U jednom od ovdašnjih društvenih centara mladi mogu odigrati partiju stolnog tenisa ili stolnog nogometa. Imaju šansu porazgovarati sa starijim edukatorima iz zajednice, takozvanim gradskim posrednicima, koji su tu kako bi spriječili njihov silazak na stramputicu te brinuli o sigurnosti četvrti. Il y a beaucoup de jeunes, nous justement par rapport à notre travail, on suit énormément de jeunes. Il y a beaucoup de personnes justement avec l'école, les collèges qui ne se retrouvent plus et qui généralement abandonnent les études. Et donc forcément, ça fait des jeunes qui ne savent pas, en fait, ils sont mal réorientés. On les oriente mal, donc ils ne savent plus quoi faire. On ne leur donne pas les bonnes solutions et les bonnes réponses. Et on a l'impression que la plupart des jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Restez dans les quartiers et restez comme vous êtes. Ils n'ont pas les mêmes chances qu'on peut avoir dans une autre ville comme Neuilly ou dans une autre ville un peu plus huppée. On ne met pas toutes les chances à leur disposition. Političari ovdje zalaze samo u oči izbora, naravno bez konkretnih rješenja. Nasilja je sve više, preslika je to onoga što se odvija na društvenim mrežama i u virtualnom svijetu adolescenata. Les conséquences de la sécurité économique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui se retrouvent à la fin du mois pratiquement sans argent. Et donc c'est très très dur pour eux parce que des fois, il y en a qui ne peuvent même pas manger, qui se retrouvent surtout livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de solution. Les inégalités explosent encore plus dans les quartiers dits populaires et défavorisés, où le taux de chômage est 2 fois, 3 fois plus important que dans d'autres quartiers, où la difficulté justement pour les jeunes de poursuivre les études est multipliée aussi par 2 ou 3, et où alors que ces jeunes-là devraient être accompagnés, devraient pouvoir bénéficier justement de services publics, de fonctions publiques plus importantes. C'est national. Moi, je pensais que justement, nous, on disait bon, c'est que les banlieues, on est entre nous. Non, c'est national. Nous, on voit, c'est que moi aussi, tous les jeudis, nous, on va sur Paris, on donne à manger à plus de 300 personnes, tous les jeudis, depuis 2014. Et il y a de plus en plus de gens qui sont en précarité. Les gens n'arrivent plus. Avant, c'était en banlieue, maintenant, c'est au niveau national. Les gens n'en peuvent plus. Avec tout augmenté. Que ce soit les produits de première nécessité, ce soit aussi l'essence, l'énergie, les transports en commun. Et les salaires, malheureusement, ne suivent pas. En France, le salaire moyen se situe autour de 2 000 € par personne, par mois. Le niveau de vie français a moins augmenté, évidemment, ces 10 dernières années que dans les années 80 ou 90, parce que la croissance est plus faible. En revanche, le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé. Contrairement à ce que pensent les Français. Le pouvoir d'achat continue à augmenter, faiblement, mais il a augmenté.
On voit des personnes qui ont travaillé toute leur vie et en fin de compte, elles vont partir en retraite avec même pas 500, 600 euros, avec des loyers de 700, 800 euros, donc ils n'arrivent même pas à payer. Et donc ils se trouvent et surtout, ouais, ils doivent continuer à travailler. Il y en a, ils ont pratiquement 60 ans, et ils continuent à travailler pour même pas 1200 euros, 1100 euros. Et c'est vrai que ça fait de la précarité. Le minimum, on dit que le minimum des retraites, c'est 1200 euros par mois, mais pour ceux qui ont travaillé à temps complet, pour des carrières complètement complètes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont à 800, 900 euros par mois, avec des pensions qui ne permettent pas de vivre dignement dans notre pays. La retraite en France, c'est 14% du PIB. Avec l'Italie, on est le pays d'Europe qui consacrons le plus d'argent à la retraite. Le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de vie de l'ensemble de la population. 2 à 3% supérieur au niveau de vie de l'ensemble de la population. Sindikati na pariškim ulicama zbog podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine starosti. Lišen parlamentarne većine, unatoč prosvjedima, Macron je odlučio ozakoniti mirovinsku reformu bez glasanja u nacionalnoj skupštini, koristeći članak u Ustavu kojemu to dopušta. Automatski je to značilo i pokretanje opoziva njegove vlade. Preživjeli su pokušaje oporbe. En France, premièrement, nous sommes un pays de contestataires. Un pays d'une révolution conservatrice. Le changement est difficile à admettre de tout temps dans le pays, en particulier quand il s'agit de la retraite ou du travail. Et donc il y a une méfiance forte vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement et par rapport aux patrons, aux employeurs. Et donc en France, il y a une bataille idéologique. Le marxisme a eu une forte pénétration, une forte imprégnation dans la société française. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit pour les retraites, avec le report de l'âge de départ à 64 ans, que ce soit pour les mesures sur le travail et pour moins indemniser le chômage de longue durée, il y a une forte contestation dans le pays et une forte résistance des syndicats et également d'une partie importante de la population. Više od 75% Francuza bilo je protiv mirovinske reforme. Kada se provode istraživanja, međutim, priznaju kako je postojeći sustav kojega vlasti žele dovesti u normalne gabarite do 2030. neodrživ. 2 ans, c'est énorme parce que, d'une part, les conditions de travail sont de plus en plus dégradées et que les salariés, même dès 60 ans, en ont marre de travailler. Et d'autre part, en plus, on s'aperçoit que plus de la moitié des salariés de 60 ans ne sont plus en activité parce que soit ils sont en maladie, soit ils sont en invalidité, soit ils sont privés d'emploi. Puisque, en plus, les patrons, les employeurs ne veulent plus les gens, même à partir de 55 ans. On est plutôt dans une situation qui est favorable en matière de retraite par rapport au reste des pays de l'OCDE. Mais si nous ne faisons pas d'efforts, la situation va se dégrader automatiquement dans les 20 à 30 prochaines années. Il y avait 5 millions de retraités en France en 1980. 5 millions. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Il y en aura 23 millions d'ici 2040. Il y avait 4 cotisants pour un retraité dans les années 70. Aujourd'hui, il y a 1,7 cotisants pour un retraité. Demain, ce sera moins d'1,4. On a un gros problème de pyramide des âges où, en fait, dans les 10 ans qui viennent, on a la moitié des agriculteurs qui arrivent à la retraite. Donc, on n'aura pas la moitié qui seront remplacés dans les 10 ans, parce qu'il y a assez peu de jeunes qui reprennent. Donc les exploitations vont continuer à s'agrandir. Farma Nikole Galpana, smještena 40 km od Pariza, prostire se na 220 hektara površine. U počecima je uzgajao žitarice i ciklu. Zbog 3 kriza koje je prošao u više od 2 desetljeća bavljenja poljoprivredom, morao je diverzificirati proizvodnju. Sada uz ovce drži i pčele, proizvodi med. Zajedno s kolegama uzgaja i leću i kvinoju. I njih prodaje izravno kupcima, bez posrednika ili ovisnosti o tržištu, međunarodnoj trgovini, geopolitici. Ma femme, elle travaille pas à l'extérieur, donc malheureusement tous nos revenus sont vraiment liés à l'agriculture. Donc
Donc voilà, c'est tout le revenu du foyer pour la famille, pour les 2 enfants aussi. Ça va de les très bonnes années, il y a quelques années, on pouvait gagner 70 000 € par an. Et là, cette année, je ne sais même pas si on va être dans le positif. Donc ça va être compliqué. Là, on sent que les revenus, quand même, ils diminuent pas mal, ouais. Sav poljoprivredni materijal u posljednjih 5 godina poskupio je 40%. Traktor od 200 konjskih snaga, primjerice, umjesto €500.000 sada stoji 100.000 više, kaže Galpan. Kao da pandemija koronavirusa, rat u Ukrajini, kriza u opskrbi s elektroničkim komponentama nisu bili dovoljni. U posljednjih pola godine i francuski poljoprivrednici nose se sa znatnim padom cijena žitarica. Il faut aider l'Ukraine, mais je mettrais pas... le problème, c'est peut-être que l'Europe s'est mal organisée. Je ne vais pas mettre le doigt sur l'Ukraine, je vais mettre le doigt plutôt sur nos dirigeants qui nous mettent trop en concurrence avec les importations. Et puis peut-être qu'il y a des fraudes, je ne sais pas. J'entends dire qu'il y a des produits qui viendraient d'ailleurs, qui passeraient et puis qui reviendraient comme ça en Europe par l'Ukraine. Bon, si c'est avéré, c'est vraiment que l'Europe se fait berner dans tous les sens du terme. U strahu od općeg štrajka i potpune blokade prometnica, osim što se obvezala na neke neracionalne ekonomske mjere suprotne europskim pravilima, vlada je nedavno izdvojila 400 milijuna € za pomoć poljoprivrednicima. Ne velikim korporacijama kojima ide sasvim dobro, već malim proizvođačima kojih je u Francuskoj svake godine sve manje. L'agriculture française, comme les autres agricultures européennes, ont dû supporter l'augmentation des prix de l'énergie, des engrais. Et donc, ces manifestations, ces grèves sont intervenues après donc, cette période d'inflation. Le secteur de l'agriculteur est un secteur très lobbyisé, très syndiqué, avec 2-3 syndicats extrêmement puissants. S prometnica je i opet poručeno kako su francuski poljoprivrednici protiv briselskog diktata. Za zaštitu prirode, ali ne na uštrb proizvodnje. Podržavaju Macronov prijedlog uvođenja termina prehrambeni suverenitet u francusko zakonodavstvo. On n'est pas contre les règles, évidemment. Faut protéger l'environnement, faut protéger les consommateurs. C'est très important. Par contre, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on laisse les frontières européennes comme des passoires et qui laissent tout passer? Voilà, il y a plein d'exemples. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas le droit de cultiver d'OGM en France et il y a des bateaux entiers qui viennent d'Amérique du Sud avec du soja OGM. Donc il y a un moment où il faut être cohérent. Donc cet exemple-là, on pourrait le multiplier avec le miel, avec le sucre, avec tout plein de produits. Francuski rast je usporen, isto je i u ostatku eurozone. Posljedica je to rasta kamatnih stopa kojima Europska središnja banka želi doskočiti inflaciji koja se razmahala na starom kontinentu. U 2024. inflacija je u Francuskoj blago pala, ali i dalje iznosi 4 do 5%. Les prix continuent à augmenter, même s'ils augmentent un peu moins en 2024 que par rapport en 2023, mais quoi qu'il en soit, ils continuent à augmenter. Et cette moyenne-là, elle est en deçà de l'augmentation des prix des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits que tout le monde achète, c'est-à-dire par exemple l'huile, les pâtes, le sucre. Là, on constate des augmentations qui vont de 15 à 20%. Ce qui est énorme par rapport justement à nos salaires, puisqu'on a nous une indexation du SMIC qui est par rapport à l'inflation, mais qui ne permet pas justement de couvrir les augmentations, notamment des matières, des produits de première nécessité. Dans les produits de première nécessité, j'ai parlé de l'alimentation, mais il y a aussi l'énergie, où il y a eu des augmentations aussi de 15-16%, donc l'électricité, l'augmentation du gaz aussi. La France compte un grand nombre de salariés qui sont payés au salaire minimum, au SMIC. Le SMIC est indexé à l'inflation et à la croissance.
Donc ceux qui sont payés au SMIC n'ont pas eu de perte de pouvoir d'achat. En revanche, leur rémunération est faible, donc est inférieure à 1 500 €, ce qui, compte tenu du niveau de vie de la France, est peu important. La problématique, c'est que le ressenti en France est qu'il y a eu une perte de pouvoir d'achat importante depuis 3 ans. Mes collègues qui font de l'agriculture biologique, c'est une catastrophe. Le marché s'est complètement cassé la figure parce qu'en fait, les gens qui avaient les classes moyennes, quand ça allait un peu mieux il y a 2-3 ans, elles avaient payé leur alimentation bio, par exemple, un peu plus cher. Et maintenant qu'il faut se serrer la ceinture, les cours des produits bio s'est complètement effondré. L'essence, c'est tout bête, l'essence. Là, on arrive à 2 € le litre d'essence. Vous vous rendez compte, 2 €. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en Espagne. Alors qu'en France, il y a trop de taxes. Tous les pays frontaliers, ils sont moins chers que la France. On se demande pourquoi. Moi, j'étais en Espagne, l'essence, c'est moins cher. Les magasins, on fait les courses, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et je pense que le problème de la France, c'est les taxes. Il y a trop de taxes. Trop de taxes. C'est-à-dire qu'apparemment, quand je mets un litre d'essence, il y a 80% qui va pour l'État. Tu vois, clairement, il y a un déséquilibre. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Quand on voit le PIB en France, c'est une catastrophe. Et quand on voit le coût de la vie et les salaires, il y a un déséquilibre. I u Francuskoj raste socijalni jaz kao i drugdje diljem Europe. Siromašni su sve siromašniji, bogati sve bogatiji. Sve je više radnika s ugovorom na određeno. Ils ont des situations sociales très instables puisqu'ils peuvent travailler 3-4 mois, puis ne plus travailler, en n'ayant pas d'ailleurs d'indemnité de chômage. Donc ça met vraiment en grande difficulté sociale et économique ces foyers-là qui sont donc en grande précarité. Et ce qu'on a l'impression, c'est que ces personnes-là, donc, qui n'ont pas de perspective, qui sont dans une insécurité sociale et économique importante, qu'ils ne savent pas trop vers qui se retourner. Et ça peut être aussi une des causes de la montée, par exemple, de l'extrême droite et des derniers votes en faveur de l'extrême droite, puisque l'extrême droite se pose en nous sommes différents que les autres partis politiques, nous avons d'ailleurs jamais gouverné et essayez-nous, vous verrez, ça sera complètement différent. Ils se mettent hors système de ce qui existe aujourd'hui et je pense que la précarité et la pauvreté qui augmentent aujourd'hui, en effet, marque aussi une grande défiance par rapport au système politique en fait en général, quoi. Et ça souvent c'est plutôt bénéfique pour l'extrême droite. Nacionalno okupljanje stranka Marine Le Pen proteklih je mjeseci itekako osluškivala bilo francuskog naroda, bilo običnog Francuza koji se osjeća osiromašeno i zbog sada već zamorne inflacije. Čovjek koji nosi listu krajnje francuske desnice na predstojećim euroizborima, mlađahni predsjednik Bardella, ovih dana poručuje kako se više ne zalaže za izlazak Francuske iz Europske unije, takozvani Frexit, uz rečenicu ne dižete se od stola kada dobivate partiju. Ako je vjerovati ovdašnjim predizbornim istraživanjima, nacionalno okupljanje ostavlja naime iza sebe Macronovu koalicijsku listu za 10% osvojenih glasova. S'il y a des agriculteurs qui votent Rassemblement National, ça sera aussi plus une sorte de ras-le-bol de la politique en général, plutôt qu'une adhésion à 100%. C'est vrai que pendant un moment, elle était un peu pour le Frexit, elle voulait sortir de l'euro. Maintenant, ils se sont un peu ravisés. Donc, je vous avoue que je ne sais même pas trop où est-ce qu'ils veulent nous emmener d'ailleurs, mais c'est vrai que elle a peut-être, le Rassemblement National a peut-être une défense, s'attache à défendre un peu plus peut-être que d'autres partis, on va dire un peu la ruralité, les traditions, un peu, voilà, donc c'est peut-être en ça qu'ils vont peut-être avoir un peu des suffrages agricoles, quoi. Jusqu'à maintenant, votaient plutôt pour la droite modérée et pour Emmanuel Macron, pour les centristes. Il n'y avait pas énormément d'extrême droite jusqu'aux dernières élections parmi les agriculteurs. L'extrême droite, évidemment, a profité
des manifestations pour renforcer son pouvoir au sein du milieu rural, au sein du monde agricole. Mais les agriculteurs, au fond d'eux-mêmes, savent qu'ils doivent beaucoup à l'Europe et que l'Europe leur a ouvert des marchés importants. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas pour le Frexit. Et peut-être pour ça que d'ailleurs le Rassemblement national a décidé de mettre le Frexit sous le tapis, de ne plus parler de Frexit. Car ils savent qu'une grande partie de la population française, même si elle conteste l'Europe, cette population sait évidemment que sans l'Union européenne, sans l'euro, la situation française serait beaucoup plus dégradée. Si la France n'avait pas l'euro, la dette publique, le déficit public serait un problème beaucoup plus important, d'une grande ampleur. L'euro, aujourd'hui, permet à la France d'avoir du déficit. On n'est pas anti-européen, on sait que la politique agricole, ça a été la première politique de l'Union européenne. Donc on n'est pas anti-européen, par contre on voudrait plus d'Europe et une meilleure Europe. On voudrait une meilleure homogénéité, c'est-à-dire que on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'Europe sociale, l'Europe fiscale. Voilà, quand certains pays emploient des Marocains, des Turcs à bas coût, alors que nous on a, comme vous le savez, des charges très élevées. Donc la main-d'œuvre coûte cher ici chez nous, donc on est en concurrence là-dessus. Sur le social, on n'a pas les mêmes règles non plus. Donc on nous a mis dans un marché commun, mais on n'a pas donné les mêmes règles à tout le monde. Alors, Dok se svakodnevno preispituju pravila igre, krajnja desnica hvata korijenje čak i u predgrađima kojima nikad nije politički vladala. Onima u kojima živi etnički i vjerski drugačija Francuska. Les gens, donc, comme ils ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas avoir de solution, donc forcément, ils vont se rapprocher des extrêmes. Ils disent, si je vais voter pour l'extrême droite, peut-être que ça sera mieux. Et justement, ils tombent indirectement dans le piège, parce qu'en fait, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et donc, comme justement, il y a le problème d'insécurité, le problème d'inflation, le problème de pouvoir d'achat, tout ce qui va avec, et les gens, ils se disent, pourquoi pas voter pour le Front National ou le Rassemblement National. Il y a un sentiment de déclassement de la part de cette population, et donc elle vote souvent extrême droite ou extrême gauche, l'un ou l'autre. Elle ne vote plus pour les partis de droite ou les partis du centre ou le Parti socialiste. Elle va voter donc pour la France insoumise ou pour le Rassemblement national. Je pense que le vote, surtout dans les banlieues, le vote de l'extrême droite, c'est les votes de ras-le-bol. Parce que les gens en ont marre. Ils ne votent pas par conviction. Parce que les gens qui votent les extrêmes, ils ne votent pas par conviction. C'est que c'est pour un ras-le-bol, pour faire montrer attention. Maintenant, on va essayer l'extrême droite. Et ce n'est pas la solution de l'extrême droite, parce que ça va être pire. Sindikati traže da se automatski ozakoni status svih stranih radnika u Francuskoj, baš onih koje Le Pen i društvo imaju na piku. Pod pritiskom krajnje desnice, krajem prošle godine u parlamentu je izglasan restriktivni zakon o imigraciji koji predviđa nacionalnu preferenciju, te stranim radnicima onemogućava primanje socijalne pomoći tijekom prve 2,5 godine boravka u Francuskoj, iako za to vrijeme uplaćuju doprinose u sustav. Il n'y a pas aujourd'hui d'études qui prouvent que les travailleurs immigrés qui arrivent en France soient ceux qui utilisent le plus les aides sociales. Ça peut être vrai si on regarde parfois leurs descendants, parce qu'ils ont des problèmes d'intégration, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, la deuxième ou troisième génération. Ceux qui arrivent immédiatement de l'étranger, en règle générale, sont des personnes qui travaillent et qui demandent peu aux services sociaux parce qu'ils ne les connaissent pas. Krajnja desnica ipak u vrijeme ekonomske nesigurnosti hrani strah Francuza i promiče narativ o imigraciji koja košta. Na tragu ideje o utvrdi Europa ne želi priljev novih stranaca iz trećih zemalja. C'est contradictoire parce que les Français veulent plus faire des tâches compliquées, physiques. Je pense à ramasser des légumes ou ramasser des fruits ou tailler. Tailler ou faire les travaux vraiment très physiques, très manuels dans les champs. Les gens ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut mettre les étrangers dehors. Moi, je veux bien. Mais vous savez, quand on prend un train à 5 h du matin, les premiers trains, je vous invite à aller voir, c'est que des étrangers. Ceux qui font le ménage, là dans les banlieues, ceux qui font le ménage, c'est des étrangers. Ceux qui sont dans le bâtiment, c'est des étrangers. Mais c'est hypocrite parce que, par exemple,
pour faire le bâtiment là. On fait appel à une grande entreprise française. Par exemple, Bouygues. Ils prennent le contrat, on sous-traite. Ils prennent le contrat, ils mettent une... Et à la fin, c'est des étrangers qui se retrouvent au bout de la chaîne. C'est pour ça que c'est utopique. On ne peut pas virer. Parce que si demain, on fait partir les étrangers, la France arrête. Automatiquement, la France arrête. On peut pas, on est obligé. Et pourquoi? Parce que les étrangers ils sont sous-payés, ça arrange. Moi, je sais que si je prends un Français, bah, je dois te payer 2 000, 3 000 euros. Et je prends un étranger, bah, je vais peut-être te payer 1 000 euros. Ça, à qui? Ça arrange qui? Država će se sljedećih mjeseci morati ozbiljno pozabaviti s proračunskim deficitom i javnim dugom. Lani je deficit iznosio 5,5% BDP-a, znatno više od prosjeka eurozone. Fiskalna strogoća i mjere štednje kao imperativ, iako se one u Francuskoj zapravo nikada ne provode ozbiljno. Il faut savoir que là, depuis quelques semaines, ils ont aussi imposé donc une première coupe budgétaire de 10 milliards d'euros qui donc va avoir des conséquences directes pour en effet la population. D'une part parce que ça va toucher toutes les politiques publiques qui donc sont d'intérêt général pour la population, et d'autre part ça va toucher aussi donc la fonction publique par exemple, et donc les agents de la fonction publique qui représentent à peu près 5 millions de salariés en France. Donc ça va avoir des conséquences très précises par exemple sur la santé, sur l'école, sur la culture, la justice, qui auront encore moins de moyens que ce qu'elles n'ont aujourd'hui. Le taux de chômage encore à peu près pas trop catastrophique, mais moi ce qui me fait vraiment peur dans les années qui viennent, c'est la dette de la France qui est énorme et qui nous coûte de plus en plus cher et qui va être un gros problème dans les années qui viennent. Je pense que si on arrive au niveau de l'inflation à rééquilibrer les salaires, on pourra peut-être s'en sortir. Mais vu comment c'est parti, et quand on voit les coûts de l'énergie, quand on voit tout ce qui augmente, ça va de pire en pire. J'ai l'impression que les habitants ne voient pas justement les subventions de l'État. Ça va toujours pour les mêmes. Ça va toujours pour ceux qui sont un peu plus hauts. Mais ceux qui sont en bas, bah, ils ont l'impression d'être délaissés. Et que justement, il n'y a jamais rien qui fait pour eux pour justement augmenter leur pouvoir d'achat. En fait, il y a une tendance, c'est qu'ils sont écrasés. Donc ils doivent tout payer et ils ont jamais rien. Donc ils ont l'impression d'être laissés à l'abandon par l'État. Nejednaki i nesigurni, mnogi i neshvaćeni. Iz tog eksplozivnog francuskog lonca, možda i više nego drugdje u Europi, izlazi toksična para koja na duge staze može zatrovati i duh i tijelo Pete Republike.